Je m'appelle Julien. Ma mère n'avait pas écouté les médecins qui lui disaient que tout va bien, et a insisté pour faire une nouvelle échographie à Paris, avec un écran plus grand que ceux auparavant. Hélas, surprise, il faut vous opérer et faire une césarienne en urgence dans 2 jours avec les meilleurs chirurgiens de Paris. Je prends ma blouse de professeur et je vous explique ce que c'est que ce symptôme. Vos regards curieux me titillent. Le syndrome du transfuseur transfusé, ou STT, est une malformation peu fréquente, ne touchant qu'environ 10 à 15% des jumeaux, qui se caractérise par une des deux poches amniotiques, soit plus petite que l'autre. Ceci résulte d'un déséquilibre de la quantité d'anastomose, les connecteurs sanguins qui relient les jumeaux entre eux, sur le cordon ombilical, ce qui provoque des conséquences différentes pour chaque bébé. Pour le jumeau, receveur, celui qui a plus d'anastomose souffre d'hypervolémie. Le volume sanguin est trop élevé et le corps très rouge. D'insuffisance cardiaque, le cœur bat trop vite. Dyspraxie, mort in utero, mort après 20 semaines de gestation. Pour le jumeau donneur, celui qui a moins d'anastomose souffre quant à lui d'hypovolémie. Volume sanguin insuffisant, anémie, baisse d'hémoglobine contenue dans le sang, pâleur extrême, et d'insuffisance placentaire, qui peut provoquer un diabète. Hypertension chronique, tension artérielle au-dessus des normes, etc. Il ne produit pas d'urine, donc ne renouvelle pas sa poche amniotique. Mort in utero. Pour faire simple, le jumeau donneur perd peu à peu son liquide amniotique, que le receveur absorbe ainsi que son sang et les nutriments qui lui étaient destinés. On estime que ces opérations font monter le taux de survie des deux jumeaux à 50-60%, et à 75% s'il n'y a qu'un seul survivant. Nos chances de survie à moi et à ma sœur pourraient se parier à pile ou face. Je remercie de tout cœur ma mère qui a été l'une des premières à avoir eu un de ces symptômes, des premières personnes répertoriées de ce syndrome, et à faire l'opération de coagulation des anastomoses par laser. À l'époque, personne ne pouvait certifier que cette opération marcherait, et peu de chirurgiens savaient la pratiquer, mais nous n'avions pas le choix. J'ai lu beaucoup de témoignages de parents qui ont eu peur de prolonger les souffrances de leur enfant. De plus, nous n'avons pas eu de complications graves, comparées à beaucoup d'autres prématurés. Les jumeaux ayant ce syndrome naissent souvent prématurés par césarienne, et continuent de grandir dans les couveuses pendant quelques mois durant lequel ils atteignent leur corps de bébé. Nous sommes nés à 500 grammes. J'avais le même poids qu'une botte de beurre. À 26 semaines, j'étais la donneuse et ma sœur la receveuse. Il a fallu connecter le cœur au poumon. Ma sœur l'a fait grâce à un médicament, mais moi avec une opération. D'où ma cicatrice dans le dos au niveau de l'épaule. Psychologiquement, nous ne gardons que de vieux cauchemars avec des douleurs très intenses que nous faisions petites. Et que nous ne faisions heureusement plus. Une anecdote marrante. Lorsque je suis né, mes parents n'avaient pas de prénom pour moi. Par défaut, on me nommait Jumelle 2. J'ai été surpris quand ma mère m'a expliqué, ça en me montrant les photos, mon poids était celui d'une botte de beurre et ma taille celui d'une Barbie. Depuis, quand je suis fatigué de la vie et que j'ai besoin de réconfort, je prends les vêtements que ma mère a tricotés pour moi. Parce qu'aucun n'était à ma taille, à ma sœur jumelle et moi. Avec mon autisme, je n'aime pas les câlins et je n'en comprends pas l'intérêt. Mais j'apprécie mettre ce petit vêtement plié sur ma poitrine, car il a la taille actuelle de mon cœur. Ou encore prendre la mini peluche mouton rose que ma mère m'a donnée à ma naissance. Pourtant, ce n'est pas mon doudou personnel et je l'ai souvent perdu dans le jardin. Mais il me fait penser à ce mouton que le petit prince voulait protéger. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas le sujet de notre livre. Je suis arrivé en 6e à 12 ans, à l'école Notre-Dame-les-Oiseaux. La première fois que j'ai compris que j'avais subi du harcèlement, c'est quand j'ai mangé seul à la cantine de Notre-Dame-les-Oiseaux. C'était démentiel. Tout simplement, je n'avais pas à me cacher. Personne ne viendrait m'embêter et soudainement, je me suis autorisé à pleurer. Et j'ai remarqué que je n'avais pas le droit de pleurer sans vraiment savoir pourquoi. Cette scène est très similaire au premier repas de Kaio dans le manga Erase, qui est bien évidemment dans ma collection de mes mangas préférés. Elle a toujours été battue par sa mère, et c'est la première fois qu'on lui cuisine un vrai repas. Par la suite, j'ai été hanté pendant tout mon collège par le manque dû à l'arrêt de mon traitement de la Ritaline. C'est un médicament qu'on prescrit aux personnes qui présentent un trouble de l'attention et une hyperactivité. C'est un psychotrope de neurodéveloppement, qui s'est révélé être très addictif pour moi. J'ai fait du retard de langage jusqu'à mes 8 ans, et ce petit bout de truc de rien du tout avait ouvert ma conscience au monde. Avec, on se sent invincible. Mais cela n'a rien à voir avec les autres drogues qu'on peut trouver. C'est le genre que les étudiants en médecine prennent pour booster leurs résultats au concours. Je commençais à avoir mon premier alter du trouble dissociatif de l'identité, qui porte le nom de la substance Ritaline. Il vient, je le vois, me dire que je ne peux pas vivre sans lui. Il me tend une dose de Ritaline et le manque me cramponne le ventre. Il ressemble à un ange blanc, avec un sourire démesuré sans dents et sans visage. Je faisais régulièrement des surdoses involontairement, tout simplement avec mon trouble de l'attention. Il m'arrivait de prendre le double de la dose le midi. C'est moi qui ai demandé qu'on arrête ce traitement que j'ai pris pendant 4 ans pourtant. C'est d'autant plus insupportable que je savais que d'autres élèves avaient des doses sur eux pour le midi. Il suffisait que j'en raquette un pour avoir ma précieuse Ritaline.
C'était tentant, languissant, et Ritaline n'arrêtait pas de faire des commentaires sur ce que je devais faire. Vas-y, rien qu'une fois. À longueur de journée, je devais me coltiner une sorte d'alter ego, qui faisait des réflexions. Les commentaires m'empêchaient de me concentrer. Puis, la boule au ventre, il a pris ma conscience qui s'est retrouvée reléguée au second plan. Il a pris un gros marteau rond et blanc, et a commencé à se diriger vers la sortie de la maison, alors que je ne voulais pas du tout faire ça. Il voulait clairement aller braquer une pharmacie pour avoir sa dose. Et dire que maintenant, vers mes 20 ans, on m'a de nouveau proposé d'en prendre. Heureusement, Julien a de nouveau repris le dessus, et j'ai rangé le marteau, me demandant qu'est-ce que je faisais là avec cet objet que je n'ai pas pris volontairement en main. Du temps passe, je commence à écrire ce que je ressens dans un carnet que je nomme le journal. La contraction entre journal et naze. Les années s'écoulent et je vis ma meilleure vie à Notre-Dame-les-Oiseaux, en poursuivant un écureuil qui venait souvent dans le parc. Mais je restais distant des autres élèves. Ils m'avaient surnommé la fille qui parle aux arbres, et passaient le plus clair de leur temps à détruire la nature du parc et à jouer. Deux comportements que j'exécrais. On ne court que pour sauver sa vie. On n'attrape pas les autres pour s'amuser. Ces jeux, comme chat glacé, je ne les comprenais pas. Disons que j'avais d'autres chats à fouetter que de jouer aux billes. Quand soudain, en rangeant le lave-vaisselle, je me rends compte qu'il reste une boîte de Ritaline périmée. Mais encore là depuis 3 ans. Je tenais dans mes mains l'une des causes possibles de mes tourmentes. Alors le soir, j'ai pris 3 fois la dose, ce qui équivalait à ma dose quotidienne plus une demi. Je voulais savoir si c'était ça. Alors je pars tout de suite pour un bad trip qui m'a maintenu éveillé pendant près de 12 heures. Ma tension a chuté, à tel point que je ne pouvais plus bouger que le bout des doigts que sur quelques centimètres. Étant dans un lit à 2 étages et en haut, je ne pouvais pas descendre, ni appeler à l'aide. J'avais l'impression de frôler les doigts de Ritaline. Je ne supportais plus mon propre poids, et j'étais cloué au lit littéralement, comme si un camion me roulait dessus. Le lendemain, je suis allé en cours, comme tous les jours. Mais je me suis écroulé de fatigue. J'ai dormi à l'infirmerie, et ma mère n'a pas appelé les urgences. L'infirmière ne m'a même pas demandé de rapporter les autres doses de Ritaline. Ce que j'ai compris est l'équivalent d'une demi-dose mortelle. C'est moi qui ai dû me montrer responsable et rapporter la boîte. Mes parents ont conclu simplement que j'étais dépressive. J'ai décrit clairement ces événements dans mon journal 1, 2 et 3. Sauf que persuadé que je ne pouvais me libérer de mon passé, j'ai emmené ces journaux intimes pour les enterrer dans un endroit que moi seul connais. Tellement le fait d'être à côté la nuit me dérangeait. La Ritaline n'était pas le problème. C'était autre chose, j'en suis convaincu. Depuis, je n'ai plus jamais revu ni entendu parler de l'alter Ritaline. Chaque fois, les souvenirs se taraudent. Quelque chose cloche, ne tourne pas rond. Mais quoi? On ne sait pas quand j'ai mes tout premiers cauchemars ultra-réalistes. Toujours au même endroit fatidique, devant les toilettes du primaire où j'étais chez Mercier Saint-Paul. J'ai d'abord du mal à respirer, puis je cours à en perdre haleine, comme si je venais de voir un mort, et puis je ne pense plus qu'à une chose. Ma sœur jumelle. Ma sœur. Sœur ne meurt pas. Où est-ce qu'elle est? Où? Je l'aperçois et puis rien d'autre. Je l'aperçois, et plus rien d'autre qu'elle n'existe. Ils ne lui feront jamais de mal. Mais qui ça, ils? Alors je me replonge dans mes souvenirs, le jour de la journée du harcèlement scolaire, qui à chaque fois me font pouffer de rire, parce que les clips de prévention sont nazes et ne représentent pas la réalité du harcèlement. Puis comme je suis loin de mes parents qui m'ont dit que ce n'était pas grave, et ont fait jurer à ma grande sœur de me convaincre de ne surtout pas aller porter plainte malgré les symptômes évidents de stress post-traumatique, courageusement j'ai fait un article au club journaliste de mon lycée, mais personne d'autre que moi n'avait voulu témoigner du harcèlement scolaire. Même pas mon ami blond aux yeux bleus qu'on avait traité d'arien alors qu'il a des origines africaines. Sans grande surprise, mon article a été censuré, on m'a interdit de le publier. Encore une fois, nous sommes dans des écoles catholiques. La séance du club a été remplacée par une discussion porte close entre les différents membres. Ce qui est dit dans la salle reste dans la salle. Voilà ce que j'ai donné au commissariat. Coucou, tu te souviens quand j'avais dit que cette école était vraiment cool en comparaison à d'autres? C'est que j'aimerais que tu gardes ça pour toi, et que tu ne le répètes pas à n'importe qui. Je te fais confiance. C'est trop long à expliquer, et dur à dire à l'oral. J'espère que tu comprendras. C'est aussi parce que c'est la journée contre le harcèlement scolaire aujourd'hui. Avant le collège, j'étais dans une autre école. Donc en primaire, j'avais 7 ans, et je viens d'être appareillé. Je ne parle pas très bien. Je suis des cours d'orthophoniste. Je dois prendre de la Ritaline, un neurostimulant qui permettra de développer le retard de mon cerveau. On le donne souvent à des gens qui ont des troubles de l'attention. Je vis totalement avec ma sœur, dans la bulle de langage qui nous est propre, dans le sens où je suis très renfermé. J'avais essayé de parler aux autres, mais l'écart de pensée était trop grand. Je ne comprends pas les visages, l'humour ou l'amitié. Je me suis vite fait rejeter dès la première année. J'étais déçu de tous ces efforts pour apprendre à parler pour finalement pas communiquer. Très vite, un groupe a commencé à m'insulter dans mon dos. Mais je ne m'en rendais pas compte.
simplement parce que je ne les entendais pas, et cela pendant plusieurs mois. Faut que tu saches que je suis resté avec les mêmes élèves pendant tout le primaire. Celle qui dirigeait le groupe était vraiment bizarre. Je m'en suis rendu compte trop tard, elle est une fille qui ne respecte rien. L'intimidation, c'est son seul moyen de se faire voir, dans le sens où elle faisait ça dans le but d'être acceptée et vue du reste. Au début, je trouvais ça normal, et je ne me suis même pas inquiété. 2 ans plus tard, je me faisais régulièrement traiter de pute, connasse, putain, sans que je ne sache pourquoi. Ça ne faisait plus grand-chose. Bien sûr, j'étais triste, mais je ne pleurais plus. Ma sœur, par contre, c'était un torrent. Pour les autres, elle apparaissait comme faible. Et surtout, ça s'est arrêté là pour elle, mais pas pour moi. Avec moi, ils changeaient complètement. C'était terrifiant. La facilité avec laquelle ils cachaient leur véritable nature. Les choses sérieuses ont commencé la dernière année. J'ai 11 ans, comme toute la classe. Cette fois-ci, je me suis plainte à la prof, et même un tout petit peu à ma mère. Et la prof a convoqué la classe pendant notre absence pour parler de nos difficultés. À notre retour, F a pleuré comme beaucoup d'autres dans la classe, et m'ont fait un câlin. Ma sœur y croyait, alors j'ai fait semblant. Une demi-journée plus tard, les insultes reprennent. Le temps passe pour éviter les contacts avec eux. Je les observe continuellement pour les éviter. Et j'ai remarqué qu'ils sont très très vulgaires, bien plus que ce que l'on a ici. Qu'ils regardent du porno à 9-10 ans, je comprends mieux ce qu'ils disent. Mais je suis mon instinct. Ça ne va pas, ils ont des problèmes, ça crève les yeux pour moi.